Bienvenue pour ce nouvel épisode d'On en parle à Taïwan. Vous êtes en compagnie de Valentin Floquet. Bake. Et ça. Alors aujourd'hui, on va parler de différents sujets. Personnellement, je sais que je vais parler un petit peu d'une nouvelle par rapport à l'Internet, par rapport aux créateurs de contenu. Et moi, je vais parler d'une nouvelle politique annoncée par le gouvernement pour encourager la naissance, soi-disant. Et on verra si cette politique peut vraiment marcher. Ça complète un sujet de discussion qu'on a eu ces dernières semaines, il n'y a je pas pense. très longtemps, ça oui. Alors, de mon côté aujourd'hui, je vais vous parler de Audrey Tang, l'ancienne ministre du numérique taïwanaise, qui a été interviewée il y a quelques jours dans le podcast français Sismique. D'accord. Voilà. Eh bien, on va commencer peut-être par la nouvelle politique. La politique, d'accord. Alors, cette semaine, le ministère du Travail a annoncé que les familles à l'avenir, à partir du mois d'avril en plus, les familles qui ont un enfant de moins de 12 ans, peuvent solliciter une aide de travailleuses migrantes, c'est-à-dire ces travailleuses peuvent vivre dans la famille, assister les parents à s'occuper de l'enfant. Voilà. Et en fait, cela répond plus ou moins la politique de Lighting lors de sa campagne électorale. À l'époque, il avait dit qu'il allait favoriser l'emploi des femmes qui s'occupent des enfants et favoriser les pères qui sont dans la vie active de pouvoir rester un peu plus avec leurs enfants. Donc sa politique, c'était double emploi et double soin pour les enfants. Donc ça se faisait partie de sa campagne électorale, mais de manière plus surprenante, il a annoncé tout récemment, en fait, lors d'une interview à un quotidien Liberty Times, qu'il va assister à chaque famille ayant des enfants d'avoir une aide étrangère. Alors ça, c'est quelque chose de relativement surprenant dans le sens où jusqu'à présent, pour les familles taïwanaises qui ont des enfants, il est possible d'avoir recours à l'aide étrangère uniquement, je pense que c'est des conditions assez strictes, c'est-à-dire il faut avoir 3 enfants de moins de 6 ans, c'est-à-dire il faut avoir... Donc il n'y a pas beaucoup de familles qui peuvent... Ou alors il faut avoir 4 enfants de moins de 12 ans, D'accord. dont 2 ont moins de 6 ans. Pour l'instant, en fait, les aides à domicile étrangères, en fait, d'Asie du Sud-Est, elles étaient surtout là pour aider les personnes handicapées ou âgées. C'est voilà, ça tout à fait. Et du coup, jusqu'à présent, il est difficile de solliciter une aide sans avoir des personnes handicapées ou des personnes âgées dans la famille. À moins d'avoir des triplés. Oui, et de moins de 6 ans en plus. Et du coup, le ministère du Travail a indiqué qu'en fait, il est possible que les parents qui travaillent ont besoin de faire des heures sup soudainement, sans prévision. Il est possible que les enfants tombent malades, ou encore des familles ont des enfants plus retardés ou handicapés. Dans ce cas-là, ils ont besoin d'une assistance de manière plus spontanée et aussi sur longue durée. Et ce qui fait que le gouvernement propose que ces familles puissent recruter des aides étrangères. Voilà. Et cela à condition de payer donc des salaires à peu près entre 22 à 25 000 dollars taïwanais, soit à peu près entre 600 et 700 euros. Et en plus de ce salaire mensuel, il faudrait que l'employeur paye 5 000 dollars taïwanais, c'est-à-dire à peu près 140 euros, ce qu'on appelle stabilisation d'emploi. C'est aussi par mois. C'est un fonds que le gouvernement constitue lorsque quelqu'un recrute une aide étrangère. Et c'est un fonds qui est utilisé pour favoriser l'emploi des Taïwanais, la formation professionnelle ou encore la gestion des travailleurs migrants. Et traditionnellement, cette cotisation d'emploi est seulement de 2 000 dollars taïwanais, donc 57 euros environ. Mais pour avoir une aide à domicile pour les enfants, dans ce cas-là, c'est augmenté à 5 000. Donc Voilà. c'est destiné quand même pas à des familles très riches, très pauvres. Oui, du coup, ça représente tout de même une charge supplémentaire pour les familles. Et le gouvernement a par la suite défendu sa politique parce qu'il y a des critiques qui se sont levées en fait. Le gouvernement a défendu sa politique
pour préciser qu'il y a d'autres mesures qui vont être mises en place pour compléter la politique annoncée, c'est-à-dire ils vont favoriser la formation professionnelle pour que la main-d'œuvre taïwanaise qui risque de perdre de l'emploi, de trouver de nouvelles orientations. Ils vont également mieux former les aides étrangères pour qu'elles puissent mieux s'occuper des enfants, ce genre de mesures complémentaires. Et aussi proposer davantage de choix pour les familles qui ont besoin de faire garder les enfants. Et du coup, il y en a qui sont pour dans le sens où on pense que ça permet justement d'avoir plus de choix. On peut choisir une garderie publique, une garderie privée ou alors avoir une aide à la famille. Et d'autres groupes défenseuses des droits de la femme, par exemple, ont dit que c'est un sujet en fait qui a déjà été proposé il y a 34 ans de cela. Et à l'époque, on disait déjà que ça ne pouvait pas marcher dans le sens où parce que normalement, selon la loi, en fait, pour avoir une aide étrangère à domicile, il faut une chambre à part. Donc, selon la loi, donc il y a une inspection de lieu avant que ce soit accordé. Donc, qui peut avoir une chambre de libre pour accueillir une aide à domicile? Généralement, ce sont des familles assez aisées déjà. Et la situation n'a pas vraiment évolué en 34 ans, en fait. Donc, c'est toujours les familles les plus aisées qui peuvent placer leurs enfants n'importe où, avoir d'aide qu'ils veulent, qui ont des chambres individuelles à proposer à des aides dans les familles. Ce qui fait que c'est pas forcément les familles qui sont plus dans le besoin, qui sont en mesure de payer, soi-disant, dans ce cas-là, 30 000 $ taïwanais par mois, en fait. À peu près 850 € par mois. Voilà. Et en plus, la fondation Peng Wanru a cité l'exemple de Singapour pour dire que Singapour a justement déployé cette politique, a mis en place cette politique pour encourager le taux de natalité. Et ce qui fait que depuis les années 80 jusqu'à présent, le taux de natalité a chuté de 1,8 à 0,8. Donc, ce n'est pas vraiment une solution qui permet de remédier le problème de chute de la natalité dans le pays. Ou alors on devrait suivre la Russie pour envoyer les femmes qui n'accouchent pas à suivre des soins psychologues. Je plaisante. Bon. Et d'autres personnes qui ont protesté contre cette mesure ont insisté sur le fait que depuis l'époque de président Ma Ying-jeou jusqu'à Tsai Ing-wen et jusqu'à aujourd'hui, le système de garderie publique a beaucoup évolué, c'est-à-dire on a beaucoup encouragé les structures privées à s'orienter vers le système public en proposant davantage d'aide pour que les structures privées puissent garder les enfants et les familles payent moins. Et le gouvernement a aussi mis en place des aides aux familles qui placent des enfants dans les garderies et aussi dans les écoles primaires. Et ça, c'est une solution qui est déjà en place, même si, selon moi, je sais que ça ne résout pas entièrement le problème des familles qui sont dans le besoin, dans le sens où on sait que les places sont assez limitées. Très limitées. Hein. Et on sait que les structures privées restent extrêmement chères. Pour les structures privées, qui sont tout de même plus nombreuses que les structures publiques, les frais par mois varient entre 17 et 22 000. Et cela en sachant que les aides du gouvernement permettent de couvrir à environ la moitié de cette somme. Donc si on a 2 enfants dans le besoin, la charge financière devient tout de suite beaucoup plus importante à supporter pour les familles. Oui, tout à fait. Je ne vais pas dire le contraire, hein. Moi je le vis au quotidien en ce moment. Donc, voilà, moi ma fille, la plus petite, elle n'a pas eu de place pour le public. Donc nous on n'a pas les moyens de payer du privé, donc on la garde. Et de toute façon, une nounou taïwanaise, c'est trop cher. Le taux horaire d'une nounou taïwanaise, c'est plus cher que ma femme et moi à la maison en travaillant pas. Oui, tout à fait. À l'horaire, à l'heure. Donc, c'est ça en fait. Soit on envoie le ou la petite chez une nounou qui garde plusieurs enfants sur place. Et cela en sachant que même si les nounous sont formés, il y a des fois des risques d'accident qui arrivent, ce qui fait que les parents généralement sont plus réticents
vis-à-vis des nounous qu'on ne connaît pas en fait. C'est tout à fait dans cette situation. Et donc, il y a donc les situations financières et qui empêchent les familles taïwanaises à donner naissance en fait aux enfants. Et selon une étude récente conduite par des associations de protection des femmes et aussi des enfants, 52,7% des femmes souhaitent plutôt que les entreprises appliquent des horaires plus souples et améliorer les conditions de garderie même au sein de l'entreprise pour que pour que les familles soient mieux aidées. Et seulement 18% des Taïwanais estiment pouvoir avoir recours à des aides étrangères. Et cela sans évoquer la différence culturelle, linguistique qui peut exister entre des parents qui parlent mandarin taïwanais ou encore des aides étrangères qui parleraient indonésien ou philippin avec le bébé, par exemple. Et qui laissent leurs propres enfants dans leur pays, quoi. Voilà, du coup, c'est pas un système à encourager. Et en plus, depuis le début de la politique de travailleurs migrants, on a toujours instauré un quota, soi-disant, un quota pour que ça ne nuise pas aux emplois des Taïwanais. Et si on ouvre les familles directement à avoir ce genre de recours, ça veut dire que le quota n'existe plus, en fait. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qui suscite des réactions différentes au sein de la société taïwanaise, mais le gouvernement est déjà décidé de l'appliquer d'ici mi-avril. D'accord. Et ce qui est intéressant, moi j'aimerais bien, je vais regarder peut-être, je vais chercher des informations là-dessus. J'aimerais bien savoir en fait s'il y a eu des simulations de fait économiquement, combien un foyer doit gagner pour pouvoir embaucher une aide étrangère selon ces critères-là. Non, je vais faire des recherches, je pense. Mais, je vous tiendrai au courant. Je crois avoir vu un chiffre du gouvernement qui pourrait dire, en fait, finalement, ça ne devrait pas changer trop le système taïwanais parce que, justement, toutes les familles n'auront pas recours à ces aides étrangères. Donc, mais du coup, ça favorise quand même les plus riches, quoi. Voilà, encore une fois, ça reviendrait aux plus riches, en fait. Voilà. Donc du coup, Valentin ? Oui, on va passer à mes informations d'internet, on va dire ça comme ça. Hein. On va parler de streaming, on sait, tout ce qui est vidéo en ligne et en direct sur certaines plateformes. Il y a plusieurs plateformes qui font ça en fait. Il y a les plateformes comme Twitch, il y a Kick qui est un peu plus libre entre guillemets, mais qui est un peu plus controversé. Et donc il y a des Taïwanais qui sont à moitié youtubeurs et à moitié streamers et qui sont partis au Cambodge il y a 2 ans, en 2024. Vous avez entendu parler de cette histoire peut-être ? Tu nous en avais parlé, je crois, on en parle à Taïwan. Ouais. On en avait déjà parlé. Et il y a un qui est revenu après être incarcéré ou un truc comme ça ? C'est ça, et c'est ça dont je vais vous parler aujourd'hui en fait, c'est qu'il est arrivé à Taïwan. Son goût de la liberté n'a pas été très long, mais je vais vous expliquer ça plus en détail. Je vais revenir un peu sur l'histoire quand même. Ça commence donc avec ce streamer et youtubeur taïwanais qui s'appelle Xiaoti, petit poussin, on peut l'appeler comme ça, de la chaîne Goodnight Xiaoti et de son vrai nom Chen Neng Chuan. À la base, c'est un créateur de contenu qui s'est fait connaître avec des vidéos qu'on appelle les vidéos d'urbex. Je ne sais pas si vous connaissez l'urbex, c'est ce que ça s'appelle l'exploration urbaine. Et si je veux résumer un peu à quoi ça ressemble l'urbex dans ce genre de vidéos, c'est des personnes qui vont la nuit dans des endroits abandonnés et qui demandent toutes les 30 secondes: est-ce que vous avez entendu quelque chose ? Voilà. C'est un peu sur le type de contenu d'horreur, les fantômes, etc., ce genre de thématique. Mais l'urbex en lui-même, c'est une activité à part entière qui a ses propres règles. Et les créateurs de contenu vont toujours un peu au-delà et ne sont pas forcément les personnes à suivre pour faire de l'urbex parce qu'il y a des codes vraiment très précis. Ne toujours respecter l'endroit où on va, ne toucher à rien, ce genre de choses. Alors que les vidéos d'urbex sont autre chose. En général, c'est quelque chose de beaucoup plus... pour avoir des vues, en fait, ça va être plus de la création de contenu vraiment, avec des mises en scène, souvent. Pour ne pas dire que, voilà, en général, les scènes de fantômes, c'est un petit peu arrangé. Bon, après, cette pratique particulière fait que donc ils sont devenus un peu connus et donc il est toujours en binôme Xiaoti, avec son compagnon qui s'appelle dans les vidéos Anao.
et de son vrai nom, il s'appelle Lu Zuxian. Et donc il est beaucoup moins médiatisé, on le voit toujours dans les vidéos donner un peu la réplique ou juste aider Xiaoti, mais il est beaucoup moins mis en avant dans les vidéos de Xiaoti. Cependant, leur contenu commençait un petit peu à être toujours les mêmes à Taïwan, et il y a eu cette histoire des emplois, des propositions d'emploi très rémunérées au Cambodge. Des arnaques à travers les emplois, en fait, voilà, les offres d'emploi. Des offres d'emploi qui finissaient par l'exploitation. Une filière de trafic humain dans laquelle on retire le passeport et on fait travailler les gens, des fois sans rémunération. Enfin, il y a tout un circuit de choses vraiment assez horribles, pour ne pas dire. Et donc, ils ont voulu surfer sur cette information, sur ce comment dire, cette nouvelle, cette actualité, pour aller au Cambodge. Et ils se sont mis... ils ont fait une vidéo en direct cette fois-ci, dans laquelle, en fait, ils se font enlever par une entreprise, justement, d'arnaque, d'arnaque téléphonique, parce qu'à la base, c'est des centres d'arnaque téléphonique qui ont diversifié leurs activités, organisées souvent par des organisations mafieuses, chinoises, taïwanaises, enfin, il y a un peu de toutes les organisations. Et donc, c'était une vidéo qui était devenue très populaire, en fait. C'était ça. Et c'était très populaire, et ça s'est revenu jusqu'aux oreilles quand même des autorités cambodgiennes. Mais est-ce que c'était une vraie vidéo ou c'était simulé ? Et ben c'est justement ça, toutes les mises en scène, c'était faux. Et en fait, ils ne le disent pas dans la vidéo, et on les voit, enfin, à la fin de la vidéo, ça termine par la police qui arrive et qui les arrête. C'est quand même un peu compliqué. C'est la police cambodgienne, peut-être qu'ils ne se sont pas attendus à ce que c'était la police cambodgienne, donc ils ont été arrêtés, ils ont été incarcérés pendant 2 ans. Voilà, c'était la peine de prison, 2 ans ferme au Cambodge. Ils n'ont pas trop raconté là, donc ils viennent de sortir en février. La première chose que Xiaoti a voulu faire, bien sûr, comme bon créateur de contenu qu'il est, une vidéo pour s'excuser, pour dire qu'il n'avait pas compris l'ampleur de ses actions. Ah, pour s'excuser. Ouais. Donc c'est peut-être un ordre un peu aussi, des autorités locales. Justement, il dit, le Cambodge est un magnifique pays, ce genre de discours disant que voilà, c'était qu'il aurait bien voulu. Sous-entendu, vivre dans le pays. Il aurait bien voulu découvrir le pays de manière plus normale que celle d'être à travers une prison. En même temps, si tu fais une vidéo fausse comme ça, c'est bien de t'excuser aussi, quoi. Oui. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément que une injonction du gouvernement cambodgien. C'est sûr. C'était une vidéo donc assez longue pour expliquer tout ça. Et donc il y avait un petit problème, c'est que le Cambodge voulait, il y avait un doute sur le fait qu'ils doivent rentrer à Taïwan ou en Chine. Le Cambodge voulait les extrader en Chine à un moment. Bien sûr. Et donc, il y a eu une énorme discussion, le gouvernement taïwanais est quand même intervenu pour aider et essayer de négocier avec les autorités cambodgiennes. Au final, ils ont pu rentrer à Taïwan ensemble. Alors, ils sont rentrés ce jeudi. Donc c'était il y a quelques jours seulement. Et alors Anao est rentré tout seul, il est rentré chez lui pour l'instant, il n'y a pas de chef d'accusation pour lui, mais pour Xiaoti, donc il a été à peine passé l'immigration, il a été arrêté de nouveau, donc il n'est pas passé par la case départ, il n'a pas touché 20 000 francs, mais il est allé donc directement en prison, en garde à vue, pour 2 chefs d'accusation, principalement pour infraction, pénétration dans une propriété privée par infraction, et aussi probablement la destruction d'objets d'autrui. Donc affaire à suivre en tout cas pour eux, mais pour l'instant c'est à peu près les nouveautés par rapport à ces 2 compères. Je pense qu'il a dit qu'il va tenir une conférence de presse par la suite pour expliquer toute la situation, surtout du fait qu'il a été libéré mi-février et qu'il a attendu tout un mois pour revenir à Taïwan. Il aurait été gardé par l'immigration sur place. Du coup, il y a des choses à clarifier. Apparemment, il aurait aussi essayé de corrompre les autorités sur place. Du coup, son dossier, ces dossiers en fait lui concernant, ça reste à suivre en fait, je pense. Tout à fait. Voilà.
Ok, alors on va terminer avec un sujet peut-être un petit peu plus optimiste, puisque donc c'est Audrey Tang qui a été interviewée par le podcast indépendant Sismic, animé par Julien Devorex. Donc c'est un podcast français qui est consacré à la compréhension des grands enjeux sociétaux et environnementaux via des interviews de chercheurs ou de penseurs. Et donc là, le thème, c'était comment Taïwan a réinventé la démocratie. La démocratie 2.0, c'est toujours un petit peu ce qu'aime bien promouvoir Audrey Tang. Alors d'abord, je vais juste rappeler qui est Audrey Tang. Alors maintenant, elle est cyber-ambassadrice sous le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Elle a été ministre sans portefeuille, puis ministre du numérique entre 2016 et 2024. Donc sous le gouvernement de Tsai Ing-wen, en fait. Voilà. Elle est aussi, depuis toute petite, surdouée. Elle a quitté l'école très tôt parce qu'elle s'ennuyait. Elle a appris à coder en autodidacte. Elle a été un hacker, en fait, voilà. plus ou moins. Elle a créé sa première entreprise, d'abord dans le domaine de l'Internet à 15 ans, mais elle a été marquée par une maladie grave dans son enfance. J'allais dire, c'est presque une légende, un petit peu comme Steve Jobs, qui travaille dans son garage. Oui. Et puis, elle est aussi connue pour être la première ministre transgenre à Taïwan, mais elle-même, elle se définit plutôt comme post-genre. Donc, dans une société où... il n'y a pas de genre. Voilà, c'est un peu pas ça. de distinction de genre. Alors, revenons à la thématique. Donc, démocratie. Comment Taïwan a réinventé la démocratie grâce aux outils numériques, en fait. Alors déjà, qu'est-ce que la démocratie pour Audrey Tang ? Pour elle, c'est comme le système nerveux d'une société qui ressent les besoins, les souffrances, mais aussi la sagesse au sein de la société et utilise ces informations pour créer un savoir commun sur la base duquel on peut agir pour aller vers la pluralité. Alors ça, c'est une notion qu'elle aime beaucoup, la pluralité, surtout dans le cadre de nos sociétés actuelles assez polarisées. Et donc, elle raconte qu'elle est très influencée par la philosophie taoïste, notamment tout simplement quelque chose qui peut parler même aux Français qui connaissent l'image du yin et du yang. Oui. C'est pas manichéen, c'est-à-dire c'est pas noir et blanc. Il y a un peu de blanc dans le noir et un peu de noir dans le blanc. Et ça tourne, en fait, c'est comme une énergie. Et donc, pour Audrey Tang, elle pense que le conflit, le dissensus, de toute façon, c'est inévitable. Mais on peut essayer de l'utiliser comme une énergie pour aller vers la créativité. Alors, elle a cité quelques exemples qui ont, selon elle, bien fonctionné. Notamment, évidemment, lors du mouvement des tournesols de 2014. Quand des étudiants taïwanais ont occupé le yuan législatif, le Parlement, pendant 3 semaines pour protester contre un accord qui était prévu sur le commerce des services avec la Chine. Et donc à ce moment-là, Audrey Tang faisait partie de la communauté des hackers civiques GOV, en fait, mouvement Gov de Civic Tech. Et ce mouvement-là, en fait, ils se sont aussi basés sur des données des ministères pour rendre ces données plus, plus accessibles au grand public. Par exemple, visualiser les budgets, c'est-à-dire transformer les budgets qui sont sous format Excel en des camemberts plus faciles à comprendre, mais aussi engager la population à participer elle-même à créer des données. Par exemple, sur la qualité de l'air, les gens ne faisaient pas confiance aux chiffres du gouvernement sur la pollution. Donc, ils ont invité les gens aussi à installer des petits appareils chez eux pour mesurer la qualité de l'air un peu partout à Taïwan. Et donc, comme ça, la population participe aussi à ces données sur la pollution de l'air. Et c'est des données plus crédibles, en fait, du coup, vis-à-vis des citoyens en général. Voilà, tout à fait. Alors, elle a cité aussi, pendant le Covid, elle était ministre du numérique et elle a raconté comment le gouvernement avait travaillé avec la société civile pour répondre plus vite aux défis, par exemple en créant une application de traçage des cas contacts qui ne remettait pas en cause la vie privée, en fait en partenariat entre le gouvernement et des gens de la société civile à l'époque. Alors, sur les réseaux sociaux, par exemple, Audrey Tang promeut ce qu'elle appelle le fact-checking horizontal. Par exemple, ce qu'on appelle les Twitter Notes et le pre-bunking, c'est-à-dire sensibiliser le public aux tactiques de manipulation en ligne, en fait, dès le départ, que les gens soient plus sensibles à comment ils peuvent être manipulés plutôt que de réagir
à une information qui serait erronée, et aussi avoir la plus grande transparence possible. Alors aujourd'hui, Audrey Tang décrit la situation dans laquelle on est. Comme si on était dans un hamster dans une roue. On a le problème de la polarisation et de l'addiction créée par les écrans, et notamment les réseaux sociaux, et le fait qu'on est surchargé d'informations. Et elle pense qu'il y a des outils qui peuvent nous aider à travers le numérique ou l'intelligence artificielle à discuter davantage et à écouter les autres aussi. Par exemple, le fait de tirer au sort des personnes ou de prendre des parties prenantes à un problème et de les faire discuter sur un problème en ligne par petits groupes. Et donc, les outils numériques en intelligence artificielle peuvent aider à trouver les points communs pour aller petit à petit vers un consensus. Et dans ce cas-là, la technologie agit comme une facilitatrice. Pour Audrey Tang, c'est en fait complémentaire à la démocratie représentative, parce que selon elle, il faut toujours des députés et un gouvernement pour faire en sorte que les résultats de ces discussions de la société civile se traduisent ensuite dans la loi. Tout à fait. Mais cette démocratie représentative devrait être augmentée par un mode de consultation plus horizontal. Mais, ça c'est le plus difficile, je dirais, ça nécessite la confiance, en fait, être capable de s'écouter les uns les autres. Et si les gouvernants ne font pas confiance dans la population, ils n'auront pas non plus la confiance de la population. Et donc, ça ne peut pas être des initiatives qui sont imposées d'en haut. Donc, il existe pour ça des outils de facilitation numérique comme POL.is, POL.is, qui permettent d'essayer d'aboutir à un consensus. Mais en fait, si on utilise ce genre d'outils à grande échelle, il faut que les gouvernements, avant de mettre en place la consultation, d'accepter le résultat. Et c'est ce qu'un petit peu a dit le présentateur français, c'est que par exemple en France, il y a eu, alors c'était pas vraiment avec les outils digitaux, mais il y a eu la Convention citoyenne sur le climat qui a été initiée par le président Macron, mais en fait, une fois que les citoyens qui avaient été tirés au sort et qui avaient discuté pendant des mois avec des experts ont fait des recommandations, eh bien, finalement, le président a décidé de ne quasiment soumettre aucune recommandation au Parlement, ce qui a brisé la confiance. Donc, voilà, c'est vrai que ces outils numériques ne résolvent pas tout. En fait, il faut un changement d'état d'esprit aussi, ce qui n'est pas facile. Ou alors, il faudrait que les autorités publiques interviennent déjà à l'étape de formation, de discussion, de consensus, pour faire comprendre la difficulté de mettre en œuvre une politique. Parce que le public, des fois, on part d'un rêve d'une société idéale, et des fois qu'on doit confronter à des réalités politiques. Je pense, là, c'est plus des réalités, des lobbies économiques, en fait. Aussi. Parce qu'en réalité, les citoyens étaient assez représentatifs de la population. D'accord. Et en fait, les mesures qu'ils ont recommandées sont assez de bon sens. Et applicables aussi. Et applicables aussi. Et beaucoup de personnes ont regretté que voilà, ça a été carrément mis à la poubelle, pratiquement, si on peut dire. Donc effectivement, il faudrait que les autorités acceptent de faire confiance aux recommandations privées, civiles. En fait. Et Audrey Tang a également, qui est plutôt optimiste, a également dit que Taïwan, dans l'éducation, avait beaucoup évolué ces dernières années par rapport à la manière dont on enseignait à l'école. Puisqu'il y a la peur en fait d'être remplacé par des robots ou l'intelligence artificielle et qu'on ne trouve plus de travail ensuite dans la société. Et d'après elle, en fait, maintenant, l'enseignement à Taïwan mettrait davantage l'accent sur 3 points, puisque avant c'était plutôt la mémorisation, maintenant c'est plutôt la curiosité, la collaboration et le, entre guillemets, civic care, je ne sais pas si on peut dire le soin pour la société. Donc, je trouve que c'est très encourageant. Après, je ne sais pas si c'est vraiment comme ça dans la réalité ou pas, mais je pense que de toute façon, une réforme de l'éducation, ça ne se fait pas en une journée. Voilà. Et enfin, dernier point, l'animateur lui a demandé quel principe devrait guider
l'intelligence artificielle pour qu'elle serve la démocratie. Et donc, selon Audrey Tang, l'IA ne devrait pas être pour les gens. En fait, quand on parle souvent de slogan l'IA pour les gens, etc., ça devrait être avec les gens. C'est-à-dire que les gens devraient être impliqués dans en fait, la création de ces technologies, la manière dont c'est vraiment appliqué, etc. Sinon, parce que si c'est pour les gens, c'est toujours top-down, en fait, ça vient toujours d'en haut. Et deuxième principe, c'est la transparence, que, en fait, tout au long des processus, les personnes soient capables et la possibilité de vérifier ce qui se passe. Et la troisième chose, c'est que les gens soient aussi impliqués dans l'évaluation des résultats et que ce ne soit pas que les entreprises ou que les gens qui ont du pouvoir qui fassent les évaluations. En tout cas, voilà, c'est vraiment remettre les gens au cœur des processus. Voilà, c'est un petit peu les idées de Audrey Tang. Et si vous voulez en savoir plus, je remets le lien de ce podcast sur la page de cette émission. Voilà. Voilà, on aurait beaucoup appris aujourd'hui en fait vis-à-vis de l'éducation de naissance et de Internet, tout ce qui est autour de l'univers. Je pense que ces créateurs de contenu auraient bien profité des lumières d'Audrey Tang. On trouve de tout à Taïwan. Voilà, merci à tous d'avoir suivi On en parle à Taïwan de cette semaine animée par Meg, Ça. Et Valentin. À bientôt.